Alors, on commence avec une affirmation qui a vraiment tout pour plaire. En 1995, une fondation américaine pour la santé déclare que boire 10 tasses de thé vert par jour peut fournir la quantité d'antioxydants dont on a besoin. Mhm. Et c'est vraiment le point de départ d'une idée très puissante, presque magique. L'idée qu'une simple boisson pourrait nous protéger contre plein de maux, et surtout le cancer. Oui, et cette idée, elle n'est pas restée confidentielle, loin de là. Elle est devenue un vrai symbole de santé et elle a été portée par des personnalités scientifiques très crédibles. On pense notamment au biochimiste Richard Belliveau. Ah oui, bien sûr. Avec ses livres, ses apparitions dans les médias, il a expliqué comment une molécule précise du thé vert, le GCG, pouvait littéralement bloquer la croissance des tumeurs. Le message était clair, il était simple et très très convaincant. Et pour notre analyse aujourd'hui, on va justement se plonger dans un extrait de la thèse de doctorat de Pierre Fraser, qui est linguiste et sociologue. Notre objectif, c'est pas juste de savoir si le thé vert c'est bon ou pas. Non. C'est de comprendre comment une promesse pareille a pu naître, ce que la science la plus rigoureuse nous dit vraiment, et surtout de décortiquer le mécanisme qui fait qu'une idée comme ça s'incruste si fort dans nos têtes, même quand les preuves s'affaiblissent. C'est un cas d'école fascinant en fait. Alors pour commencer, d'où vient cette conviction? Ça ne sort pas de nulle part, j'imagine. Tout part d'expériences en laboratoire, c'est ça? C'est exactement ça. Ça part de la paillasse du laboratoire. Dans un environnement parfaitement contrôlé, une boîte de pétri, les résultats sont spectaculaires. On voit que les polyphénols du thé freinent la croissance de cellules cancéreuses. D'accord. C'est le signal de départ, l'étincelle. Mais bon, une cellule dans une boîte, ce n'est pas un être humain. Donc l'étape d'après, ça a été de voir si on retrouvait cet effet chez l'humain, avec un type d'étude bien particulier, les études cas témoins. Et c'est là que les chiffres deviennent vraiment impressionnants. Le document de Fraser mentionne des études sur le cancer de la prostate où les grands buveurs de thé vert avaient un risque bien plus faible. On parle de ratios de risque qui descendent jusqu'à 0,09. Oui, Pour que ce soit clair pour tout le monde, ça veut dire une réduction du risque de plus de 90%. C'est colossal. c'est un chiffre qui fait rêver et qui fait les gros titres, évidemment. Mais c'est précisément là que la rigueur scientifique nous oblige à appuyer sur le frein. Les auteurs de ces études, eux-mêmes, sont les premiers à dire attention. Ah oui. Une étude cas témoin, il faut bien comprendre ce que c'est. On prend des gens qui sont déjà malades et on leur demande de se souvenir de ce qu'ils ont mangé, bu, il y a des années. Et on compare avec des gens en bonne santé. Ça montre une association. Une corrélation. Une corrélation, exactement. Mais ça ne peut jamais, au grand jamais, prouver un lien de causalité. Je veux bien, mais une réduction de risque de 90%, même s'il y a des biais, ce n'est quand même pas rien. On ne peut pas juste balayer ça en disant c'est une corrélation ça paraît trop gros pour être une coïncidence. C'est une excellente remarque et c'est tout le piège. Le chiffre est tellement fort qu'on a envie d'y croire. Mais il faut comprendre les biais. Le premier, c'est le biais de rappel. Essayez de vous souvenir de ce que vous avez mangé tous les jeudis soirs en 2021. Impossible. C'est impossible. Maintenant, si on vous annonce une maladie grave, votre cerveau, il va chercher une cause. Et certains souvenirs vont prendre une importance énorme. Notre mémoire n'est pas un disque dur. Et puis, il y a les fameux facteurs de confusion. C'est le vieil exemple des ventes de glace qui augmentent en même temps que les noyades. C'est exactement ça. Les glaces ne causent pas les noyades, c'est la chaleur, le facteur caché, qui cause les deux. D'accord. Donc pour le thé vert, le mode de vie sain pourrait être cette chaleur. Les gens qui boivent beaucoup de thé vert, ce sont peut-être aussi ceux qui font plus de sport, mangent mieux, fument moins. Voilà. Et l'étude cas témoin ne permet pas de démêler tout ça. Elle donne une piste, un signal. C'est intriguant, mais c'est très fragile. C'est juste un point de départ. Ok, donc si ces premières études sont des indices, elles sont prometteuses, mais pas suffisantes pour identifier le coupable. J'imagine que pour avoir le fin mot de l'histoire, les scientifiques ont dû sortir l'artillerie lourde. C'est tout à fait l'image. On passe des indices à l'analyse ADN, si on veut. Et cette artillerie lourde, ce sont les méta-analyses. Le texte de Fraser s'appuie sur une méta-analyse immense, publiée en 2021. Et là, on change complètement d'échelle. On n'est plus l'ensouvière. Plus du tout. On suit des centaines de milliers de personnes en bonne santé pendant des années, des décennies même. Et on regarde qui tombe malade en analysant toutes leurs habitudes. C'est une approche beaucoup plus fiable. C'est la meilleure analogie, oui. Cette méta-analyse, c'est un monstre. Plus de 113 études, ce qui représente plus de 150 000 cas de cancer. On a difficilement plus robuste comme preuve. Alors, on a ces signaux de départ incroyablement prometteurs. On a envie d'y croire. Les chercheurs lancent la mère de toutes les études. Qu'est-ce qu'ils s'attendaient à trouver?
Une confirmation, j'imagine? On pourrait le penser, oui, mais le résultat, c'est une douche froide, glaciale même. La conclusion, qui est citée dans le texte, est sans appel. Dans l'ensemble, aucune preuve solide ne montre que le thé réduit le risque de cancer. Ah oui, quand même! C'est une contradiction frontale, directe, avec les résultats excitants des premières études. C'est incroyable. Passer d'une protection potentielle de 88% à aucune preuve solide, comment un tel fossé est possible? C'est là qu'on voit la science en action quand elle se corrige elle-même. La méta-analyse a bien trouvé quelques signaux très faibles pour certains cancers très rares, des lymphomes par exemple, mais les auteurs ont jugé ça trop fragile. Trop proche du bruit statistique. Voilà, trop proche du bruit statistique pour en tirer quoi que ce soit. Le message principal est clair, à grande échelle, la promesse ne se matérialise pas. Et le texte de Fraser explique un peu pourquoi, je crois. C'est cette idée que chez l'humain, la réalité est infiniment plus complexe que dans une boîte de pétri. Exactement. L'effet potentiel des polyphénols, s'il existe, il est complètement dilué, brouillé, comme le dit l'auteur, par des milliers d'autres facteurs. Le type de thé, la température de l'eau, la génétique, le microbiote, l'alimentation, le stress, le tabac. Tout le reste. Un être humain, c'est un écosystème d'une complexité folle. Et là-dedans, l'effet d'un seul aliment devient infime, presque indétectable. Ce qui nous amène à une situation assez dingue. D'un côté, le plus haut niveau de preuves scientifiques nous dit circuler, il n'y a rien à voir. Et de l'autre, l'idée du thé vert anti-cancer est toujours absolument partout. C'est le cœur de l'analyse de Pierre Fraser. Il décrit une véritable bataille entre deux discours qui s'opposent. D'un côté, il y a le discours scientifique, prudent, celui qui dit attention, corrélation n'est pas causalité, il faut attendre. Ce discours, il l'appelle le garde-fou, Il est nuancé, complexe. un peu austère même. Et en face de ce garde-fou, il y a une autoroute, imagine. Une autoroute à 6 voies, oui. C'est le discours marketing. Les industriels, les communicateurs, les vulgarisateurs, parfois un peu trop enthousiastes, ils s'emparent des résultats spectaculaires des premières études. Pourquoi ? Parce que c'est une histoire parfaite. C'est simple, c'est positif. C'est extraordinairement facile à vendre. L'idée qu'on peut, par un geste simple, adopter un comportement sain et se protéger d'une maladie aussi angoissante que le cancer, c'est irrésistible. Mais attendez, si les industriels s'emparent d'une étude, c'est une chose. Mais ici, on parle de scientifiques crédibles au départ, comme le docteur Béliveau. N'ont-ils pas une part de responsabilité dans la création de ce mythe? C'est là que c'est subtil. Le drame, c'est que ces personnalités sont souvent de bonne foi. Ils sont passionnés par leurs découvertes en laboratoire, ils voient des résultats incroyables et ils veulent partager cet espoir. D'accord. Le dérapage se produit quand cette passion n'est pas tempérée par l'extrême prudence qu'impose le passage à l'humain et que le message est simplifié à l'extrême. Le peut-être que, sous certaines conditions, devient le thé vert bloque le cancer. La nuance, c'est la première victime. C'est vrai que l'histoire est bien meilleure. Buvez ce thé, c'est un conseil beaucoup plus simple et réconfortant que ayez un régime équilibré, faites du sport, ne fumez pas. Le premier, c'est un produit. Le second, c'est un mode de vie. Et c'est un schéma qu'on voit tout le temps. C'est l'histoire classique de l'aliment miracle. Un jour, c'est le chouquel, le lendemain, les baies de goji, puis le curcuma. Le thé vert s'inscrit parfaitement là-dedans. Le cycle est toujours le même. Toujours. Une petite étude préliminaire avec des résultats spectaculaires, des gros titres dans les médias, les industriels qui s'engouffrent dedans, et 10 ans plus tard, une méta-analyse qui vient calmer le jeu. La conclusion du texte de Fraser est d'ailleurs très directe. Je la cite. Il montre comment les industriels et le marketing sont en mesure de s'approprier une étude cas témoin et de la transformer en succès commercial. Le récit simple et plein d'espoir a gagné la bataille de l'attention. C'est ça. Le récit simple a gagné face au message complexe et, disons-le, moins vendeur de la science rigoureuse. Donc finalement, si on résume un peu cette exploration, que doit-on retenir? Le parcours du thé vert, c'est un cas d'école parfait sur la façon dont une info scientifique est créée, interprétée et parfois déformée. Tout à fait. On voit vraiment le fossé immense entre un signal préliminaire excitant dans un labo et la preuve scientifique solide, celle qu'on obtient après des années de recherche sur des milliers de gens. Et la conclusion du texte offre une perspective très saine, très équilibrée. Il ne s'agit pas de diaboliser le thé, loin de là. Ça reste une boisson agréable qui peut tout à fait faire partie d'un mode de vie sain. Bien sûr. Mais son rôle spécifique et prouvé dans la prévention du cancer n'est à ce jour pas démontré. La recommandation finale est donc pleine de bon sens. Il faut le consommer pour le plaisir, pour le rituel, plutôt que pour une promesse de protection qui reste à prouver. Ce qui nous laisse avec une dernière réflexion, une question à garder en tête.
L'histoire du thé vert, ce n'est pas juste une anecdote, elle nous montre un mécanisme, et elle nous invite à nous interroger combien d'autres vérités sur notre santé, notre alimentation, qu'on tient pour acquises, sont en fait basées sur ce même schéma. Hmm. Des signaux initiaux prometteurs, issus d'études fragiles, amplifiés par un marketing efficace, mais qui n'ont jamais été vraiment confirmés par la science la plus rigoureuse. Le cas du thé vert nous rappelle que les histoires les plus séduisantes ne sont pas toujours les plus vraies.